Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons aujourd'hui Bernard Michon, historien, maître de conférences à l'Université de Nantes et membre du CRHIA. Alors nous allons débuter un cycle d'émissions consacré à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Nous allons notamment recevoir prochainement Claire Parfait, Anne-Sophie Coudray et Emmanuel Parent. Mais aujourd'hui, Bernard, nous allons reprendre quelques éléments clés de l'histoire des États-Unis. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quand a été colonisée l'Amérique du Nord ? Alors le territoire dont nous parlons aujourd'hui concerne la façade nord-est de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les territoires situés entre la Floride au sud et le golfe du Saint-Laurent au nord. Alors ces territoires sont conquis, sont colonisés par les Britanniques à l'extrême fin du XVIe siècle. C'est la reine Élisabeth Ier Tudor qui impulse ce mouvement de colonisation et on peut retenir la date de 1584, puisqu'une expédition pénètre dans la baie de Chesapeake et explore cette côte et donne le nom de la Virginie en l'honneur d'Élisabeth Ier, la reine vierge. Ces colonies se développent ensuite au XVIIe siècle et voient leur nombre augmenter. À ce moment-là, les Anglais se situent, entre la Floride, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est théoriquement sous domination de l'Espagne, et le golfe du Saint-Laurent, sous domination française. Et comment la nation des États-Unis, dont on va parler ces prochaines émissions, s'est formée ? À quel moment il y a eu la scission avec l'Angleterre ? Alors, cette scission, elle vient d'abord du développement démographique de ces colonies qui sont fondées autour d'une économie agricole. On voit donc de nombreux Anglais venir s'établir donc au XVIIe et au XVIIIe siècle dans ces colonies qui deviennent les 13 colonies. Et finalement, un mouvement d'indépendance naît de la volonté de colons de dénoncer leur situation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentés au sein de la Chambre des communes à Londres, au sein du Parlement anglais, et concrètement, ils estiment que les taxes qui leur sont imposées ne sont pas valables. Donc un mouvement d'indépendance naît et conduit à la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet 1776. Avant de vous lire un extrait de cette déclaration d'indépendance, je signale à nos auditeurs qui seraient intéressés par l'histoire nord-américaine l'ouvrage de Bertrand von Ruymbeck, L'Amérique avant les États-Unis, une histoire de l'Amérique anglaise, 1497-1776, publié aux éditions Flammarion. Et vous nous lisez un extrait de la déclaration d'indépendance. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui leur paraîtront les plus propres à lui donner sûreté et bonheur. Alors, on le voit dans cet extrait de déclaration d'indépendance, on a une rupture avec le roi d'Angleterre, George III, qui est accusé d'avoir rompu, en quelque sorte, le contrat qui le liait à ses sujets. Et nous allons comprendre que tous les hommes ne seront pas égaux, puisque nous allons à présent aborder l'histoire de l'esclavage. Countryside, I saw him ride. He had a gun, I knew him well. Oh, I heard him singing, I knew he loved someone.
His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. Two shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain. Whoa, he's riding. You can't see King. That man is subject. Got it by his anger. Fire in his eyes. Shelter by that killer. Looking for the man. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun, oh, I knew him well. And when he shot, oh, that man, he never missed. Ride on, King, ride, you get your man. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec l'historien Bernard Michon. Nous allons poursuivre notre discussion autour de l'esclavage aux États-Unis. Alors, quand sont arrivés les premiers esclaves dans les colonies américaines ? Alors, traditionnellement, les historiens situent l'arrivée des premiers esclaves, des premiers noirs dans ce qui n'est pas encore les États-Unis en 1619. 20 noirs débarquent d'une frégate hollandaise à Jamestown. On est à ce moment-là à l'époque de la colonisation anglaise. Ce qu'il faut remarquer, c'est que progressivement, le nombre d'esclaves va augmenter de manière importante aux États-Unis. Et au moment de l'indépendance des États-Unis, qui est obtenue en 1783, au moment de cette indépendance, on estime qu'il y a 600 000 esclaves sur le territoire des 13 colonies, soit à peine plus que dans la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue dont nous avons précédemment parlé. Et donc les esclaves n'étaient pas concernés évidemment par la déclaration d'indépendance, en tout cas par la liberté. Oui, ce qu'il faut noter, c'est que avec les États-Unis, on a l'archétype d'une indépendance blanche, c'est-à-dire que les Noirs esclaves, les Noirs libres, les mulâtres, les Indiens ne sont pas concernés par la citoyenneté naissante. Il existe pourtant des mouvements abolitionnistes aux États-Unis. Nous avons eu l'occasion d'en discuter précédemment avec Marcel Dorigny. Du côté de Philadelphie, on a une société abolitionniste très active. Mais on voit bien qu'il y a un dilemme dans cette nouvelle nation, avec en particulier le poids des planteurs de Virginie. Parmi les premiers présidents des États-Unis, plusieurs sont des propriétaires terriens, possèdent eux-mêmes des esclaves, et donc finalement on a une ambiguïté de cette nouvelle nation vis-à-vis de la question esclavagiste, ambiguïté savamment entretenue dans la Constitution de 1787. Donc à partir de cette indépendance, les Américains, la nouvelle nation des États-Unis, va reprendre ce commerce d'esclaves directement. Oui, certains ports des États-Unis s'imposent comme, je dirais, des ports d'armement de traite très importants. On pense notamment à Charleston. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis a eu lieu en 1865, c'est bien cela. Combien y avait-il d'esclaves à ce moment-là dans les plantations ? Alors, je vous le disais tout à l'heure, on passe de 600 000 esclaves au moment de l'indépendance à environ 4 millions au moment de l'abolition, qui est décrétée par Abraham Lincoln, président républicain des États-Unis, dans une période très troublée, puisqu'on est à ce moment-là en pleine guerre de sécession. Alors, cela appelle quand même un certain nombre de remarques. On voit un développement de l'esclavage aux États-Unis, alors même que l'abolition de la traite des Noirs a été entérinée par les États-Unis en 1807.
on est dans la même chronologie que l'Angleterre. Donc les États-Unis sont une nation abolitionniste. Mais très concrètement, ce qui se passe, c'est que dans l'esprit des abolitionnistes, l'abolition de la traite allait immanquablement, invariablement, entraîner automatiquement l'abolition de l'esclavage. Or, il n'en est rien, et on voit même la population servile croître de manière très significative aux États-Unis. Alors, évidemment, les esclaves ne sont pas répartis de la même manière sur le territoire. Si on reprend la situation des 13 colonies, ce sont essentiellement les États du Sud qui sont concernés par l'esclavage. Au milieu du 19e siècle, on dispose de chiffres relativement précis qui indiquent qu'il y a plus de 500 000 esclaves en Virginie, plus de 300 000 en Caroline du Nord, près de 400 000 en Caroline du Sud. C'est ce que l'on appelle le Vieux Sud. Mais parmi les États qui sont nouvellement arrivés, c'est-à-dire que des 13 colonies qui deviennent les premiers États, on a de nouveaux États qui rejoignent cette union. Et parmi ces États, on a ce que l'on appelle les États du Sud profond, du Deep South, et ces États sont particulièrement esclavagistes. On pense notamment à l'Alabama, 350 000 esclaves vers 1850, ou encore la Louisiane, 300 000 esclaves. Ce développement de l'esclavage s'explique par la montée en puissance de l'économie du coton, et je renvoie aux travaux classiques de Peter Colchin sur l'institution très particulière sur l'esclavage aux États-Unis, 1619-1877. Et les années suivant l'abolition n'ont évidemment pas été dans le sens d'une réconciliation entre populations noires et blanches. On pense facilement aux ségrégations fortes et aux luttes qui se sont manifestées au cours du XXe siècle. Bernard Michon, merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Claire Parfait et nous allons parler des récits d'esclaves. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.